et qui dès que les États-Unis soient encore une démocratie, une démocratie libérale comme on l'entend peut-être pour nous, et qui peut aujourd'hui, alors vraiment aujourd'hui, hier, on a pas beaucoup de temps, mettre par terre des choses qui nous paraissaient acquises dans le fonctionnement d'une démocratie normale, avec un mépris pour tout ce qui est institutions, la manière d'organiser un pays qui fonctionne avec une administration, des droits et des devoirs, certes, mais enfin tout ce qu'un élève lambda a appris en éducation civique, et là, tout ça est vraiment piétiné aujourd'hui. Voilà, donc on a vraiment, on est sidéré. Je crois que. Et ça dépasse les États-Unis, bien évidemment. C'est la question qu'on peut poser, évidemment, à nos intervenants. C'est aujourd'hui comment on peut expliquer, tu étais persuadé que Harris allait gagner, donc comment peut-on expliquer aujourd'hui justement la victoire de Trump, qui nous paraît, pour nous, complètement ahurissante, quoi. Un type pareil se retrouve à la tête d'un des plus grands États du monde. Pouvoir énorme. Donc, comment peut-on expliquer cette victoire et cette pouvoir, l'action quand même de plus en plus, et influencée par l'extrême droite au niveau du. Bon, je pense, de mon point de vue, je pense que ça tombe sur les démocrates qui n'ont pas la capacité de raconter des belles histoires. Les républicains, depuis très longtemps, ils ont la capacité de convaincre les gens qui, naturellement, sont contre les républicains. Et ils les ont convaincus qu'un jour, ils vont être riches. Donc, ils votent pour la partie des riches. Même les gens les plus démunis qui votent républicains, les républicains ont trouvé un moyen de dominer la conversation. C'était comme quand Obama était président et il parlait de cette Obamacare. Il n'avait jamais trouvé un moyen de s'approcher au public pour dire que c'était une bonne chose. Les républicains, et même maintenant, quand on parle d'Obamacare, les gens qui veulent cette sécurité santé, ils sont contre Obamacare. Parce que les républicains ont dominé la conversation au point où ils ont dit que Obamacare, c'est mauvais. Et maintenant, ils ont été trichés, les gens. Ils ont été trichés. Ils ont voté contre le ACA, le Affordable Care Act, pensant que l'Affordable Care Act et Obamacare n'étaient pas la même chose. C'est dû au fait que les républicains avaient cette capacité de dominer la conversation. So I'm going to disagree with my colleague Eddie. Est-ce que vous voyez la ségrégation qui se passe ici? Pierre va contredire ce que dit. Eddie is making a policy argument about politics and benefits, et cetera. That would have been fine if you didn't have a convicted liar, sexual abuser running from justice, rewarded by the presidency of America. Il dit que c'est une question de politique et ça aurait été acceptable si ce n'était pas un personnage qui a été condamné, qui est un agresseur sexuel, qui se retrouve élu à la présidence des États-Unis. And one other thing, this is the president who denied the American democracy by not conceding the former election and starting an insurrection over it. So I think we make a mistake by making a policy argument with this particular situation because it is unprecedented. It has never happened in America before. Et c'est encore plus grave parce que c'est un président qui a refusé la démocratie en niant l'élection précédente, en invitant à une insurrection. Donc, ce n'est pas une question de politique, c'est ce qui se passe actuellement et sans précédent. Les deux choses peuvent être vraies en même temps.
Et je ne vois pas le désaccord entre ce qu'il dit Pierre et moi. La politique est importante dans cette histoire. Le caractère de Trump est important aussi. Mais je pense que il ne pouvait pas voter une personne comme Trump s'il n'était pas déjà convaincu que Trump, peu importe ce qui était sur ses épaules en tant que condamnation de crimes, etc., il ne voyait pas eux dans lui. Sinon, impossible d'expliquer pourquoi les Noirs et les femmes et toute la société, toute la société a voté pour Trump. C'était seulement cette question de suprématie blanche. Aucun Noir allait voter pour ça. J'espère. Et finalement, il a trouvé un moyen de montrer à quel point il, milliardaire, était dans le camp des pauvres. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus important que toute autre chose. Il a trouvé un moyen de convaincre les pauvres gens que c'était dans leur intérêt de voter pour lui. Est-ce que voilà, je voulais juste rebondir un petit peu là-dessus, à savoir, on a dit, même Eddie l'a dit dans son préambule, qu'il était absolument persuadé que Kamala Harris allait remporter ces élections. Et effectivement, le choc a été violent pour tout le monde, y compris ici en France, de voir que ce n'était pas une petite victoire électorale, que ça a été quand même très net. Ça a même épargné à M. Donald Trump de refaire une nouvelle Très net, mais le marge n'était pas si grand que ça. Oui, mais il y a quand même des portions de la population, me semble-t-il, qui votaient traditionnellement démocrates, qui n'ont pas suivi cette fois-là. Alors, soit ils ne sont pas allés voter tout court, c'est pas possible, ou bien ils se sont laissés séduire. Ça a été leur parcours mental, mais ils se sont laissés séduire à voter Trump parce qu'effectivement, on leur a vendu, oui, quelque chose de mieux, mais où étaient les convictions politiques? Là, c'est là que ça interpelle. C'est pas ce problème. Voilà, c'était juste. Il ne faut pas oublier aussi que souvent aux États-Unis, on vote pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. Et la première fois que Trump a été élu, c'était une élection anti-Obama. Obama était un président qui n'a pas fait grand-chose. Il est venu avec tout l'espoir possible sur ses épaules et il a déçu une grosse majorité du peuple. Donc, finalement, les gens qui ont voté Trump, ils étaient tellement déçus avec Obama que la seule possibilité, c'était de casser le système et de voter pour Trump. Toujours dans cette réflexion sur, c'est vrai que je pense que tous on se demande pourquoi Trump, avec toutes les caractéristiques qu'on a évoquées, a pu gagner cette élection. Il a pu la gagner avec davantage de gains que la première. Et effectivement, il y a une réflexion qu'on peut avoir tous, parce qu'on s'aperçoit que dans la communauté noire, disons, la proportion de Noirs qui ont voté, Afro-Américains qui ont voté Trump a augmenté. On trouve aussi dans la communauté latino une proportion beaucoup plus importante de ces citoyens américains qui ont aussi voté Trump, alors que dans les élections précédentes, le Parti démocrate arrivait à rassembler quand même une grande majorité de ces populations-là. Et là, il y avait une partie qui lui ont échappé et qui se sont reportés sur Trump. Alors, avec, comme tu le disais, c'est-à-dire pourquoi ces gens-là votent pour quelqu'un qui va les matraquer. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Hein, la communauté latino, maintenant, est en voie d'expulsion vers le Mexique. Donc, c'est vrai qu'il y a une interrogation. Alors,
Il y a une réponse qu'a fait Bernie Sanders en disant comment comprendre le Parti démocrate a abandonné les ouvriers, a abandonné les gens qui sont déclassés, les gens qui sont pas urbains, qui vivent voilà, difficilement. Et il dit, bah, c'est pas étonnant, le Parti démocrate les a abandonnés, c'est pas étonnant qu'en retour, ces personnes-là, ces minorités, ces groupes, y compris dans la classe ouvrière, aient abandonné le Parti démocrate. La question se pose de savoir que devient ce parti, qu'est-ce qu'il va faire, comment arriver à reprendre la main sur l'évolution de cette société. Parti démocrate. Le Parti démocrate est foutu comme le Parti républicain, les deux sont pourvus. Et comment reconstituer le Parti démocrate? Je ne sais pas. Le problème, c'est le pouvoir. Tout le monde cherche le pouvoir. Ils ne sont pas élus pour nous. Ils sont élus pour gagner le pouvoir, pour avoir le pouvoir, pour gagner plus d'argent. Si on avait peut-être la solution reste dans le financement des campagnes. Éliminer l'argent de l'extérieur pour financer les campagnes. Et avec les limites de nombre de fois qu'on peut être sénateur ou représentant. Parce que maintenant, la seule chose qu'ils veulent, c'est d'être réélus. Ils arrivent dans la Congrès, et la première chose qu'ils commencent à faire, c'est de solliciter l'argent pour les prochaines élections. Il faut éliminer cette sollicitation d'argent et aussi de limiter le nombre de fois qu'ils peuvent être élus. Democratic revival. Well, I don't think you can get to politics till you finish the race issue. Donald Trump ran on making America great again. Remember what that means. Was it great for women? The time for women today is the greatest. They're the freest. They have the most rights ever. The same with people of color and other marginalized groups. So while you make a political argument, I understood that. I worked in Washington, D.C. as film commissioner for Barack Obama. That's where I moved here from. I was a part of that. I think until you deal with racism, which America never dealt with, I'm doing a documentary now on the systemic 300-year battle that Martin Luther King was very concerned about, that America never solved its race problem. Maybe you can never solve it, I don't know. But you can at least stop saying either you're free, like South Africa, when they had apartheid, they said, we have apartheid. They own their racism. America has never owned its racism. Therefore, they have never dealt with it. So now you come after Obama, very successful, and Kamala Harris, very successful politicians of color who now have to deal with a partisan issue, Democrats versus Republicans or conservatives versus liberals. I don't think that's the issue, and Donald Trump has proven that. The only thing that he is a liar. There's nothing he's delivered, there's nothing he stands for but hate and racism. Excuse me for being so long, so that's me. Le problème, en fait, n'est pas un problème de politique, je répète Pierre, c'est que, en fait, c'est toujours un problème systémique. L'Amérique n'a jamais reconnu le problème du racisme, et tant que ce problème n'est pas reconnu, il ne peut pas être traité. Le programme sous lequel Donald Trump s'est présenté, c'est Make America Great Again. Rendons sa grandeur à l'Amérique. Or, actuellement, les femmes aux États-Unis n'ont jamais été aussi libres. Les Noirs n'ont jamais, les minorités n'ont jamais été aussi libres. Donc, Make America Great Again, c'est forcément réclamer un retour.
Et c'est nier toutes ces choses. Donc, tant que comment dire, la reconnaissance de ce problème systémique, de cette haine systémique dans les États-Unis n'est pas faite, et peut-être qu'il n'y a pas de solution, mais tant que ça n'est pas fait, il ne peut pas y avoir d'amélioration. One final thing. Remember, America had a civil war over racism. The South lost. And then for 100 years, they had Jim Crow. We're still fighting that today. So the South essentially won. They treated the slaves worse than when they were slaves because they had no aid, no land, no government help, no education, no nothing. This is what Black people got in America for winning the Civil War in 1865. Il y a eu une guerre de sécession qui s'est livrée aux États-Unis sur la question raciale, et le Sud a perdu, mais il y a eu les lois ségrégationnistes qui sont restées, ce qui fait que les esclaves noirs les Noirs étaient traités de manière pire que lorsqu'ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas d'aide, etc., à cause de ces lois ségrégationnistes. Donc, en fait, le Sud a gagné. Et ça reste maintenant. Oui, il y a un aspect quand même très important qu'il faudrait aussi aborder, quoi. C'est qu'aujourd'hui, il y a un partage du pouvoir aux États-Unis. Il y a un deuxième personnage qui s'est imposé dans la domination, dans la prise de pouvoir. On a un binôme aujourd'hui qui dirige les États-Unis. C'est le personnage donc d'Elon Musk, hein, et qui joue un rôle peut-être aussi important, hein, dans l'évolution de la politique américaine que Trump aujourd'hui. Et ce personnage, non seulement c'est un milliardaire, donc avec des moyens financiers considérables, hein, qu'il distribue largement aujourd'hui par rapport aux groupes d'extrême droite existants, y compris en Europe, hein, il finance les groupes d'extrême droite, il les alimente donc, au niveau des moyens de pression. Et non seulement c'est un milliardaire qui a des moyens considérables, mais en plus, c'est quelqu'un qui intervient dans le domaine des médias et de la communication, et qui a un pouvoir, effectivement, à ce niveau-là, de domination et de manipulation des médias. Et une des raisons, c'est pas la seule, évidemment, hein, de la victoire de Trump, c'est aussi cette manipulation des réseaux sociaux et des médias par l'intermédiaire de ce personnage qui donc aujourd'hui affiche ouvertement, hein, des idées extrême droite, presque pro-nazi, enfin le salut nazi qu'il a fait dans la figure de Trump est quand même assez révélateur. Bon, encore une raison d'éliminer l'argent dans les campagnes. Parce que Musk, il a donné 250 millions de dollars pour la campagne de Trump. C'est absurde, ça. Il faut revenir à cette question de race étant à la base de toutes choses aux États-Unis. Certainement, le pays est raciste. Certainement, le pays n'a jamais traité sur le racisme. Mais en même temps, si la race et la suprématie blanche étaient à la base de cette élection, comment expliquer que les Noirs, non insignifiants, et les femmes, et les Hispaniques ont voté pour Trump? La seule réponse à cette question est qu'ils étaient convaincus, ils ont vu en Trump eux-mêmes la personne qu'ils voulaient être. Je pense que c'est aussi simple que ça. Ils voyaient en Trump la personne qui est capable de dire n'importe quoi. Il voulait dire n'importe quoi, les gens aussi. Il était vulgaire, Trump. Il voulait parfois être vulgaire. Face à un monde qui n'est pas trop gentil avec eux, ils veulent être aussi pas gentils. Je pense qu'ils ont vu en Trump la personne qui incarne leurs aspirations d'être méchants. Oui, je voulais juste revenir à ce que a dit Pierre tout à l'heure. À partir du slogan de Trump, Make Great America. Toni Morrison, prix Nobel de littérature, elle disait
make great white America. C'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire faire l'Amérique blanche qu'elle garde son pouvoir. Et je le raccorde à quand même une question plus large de démographie aux États-Unis, c'est que depuis pas mal d'années, les démographes annoncent que si les courbes de développement actuelles se poursuivent, à un moment donné, les Blancs vont devenir une minorité parmi les autres minorités raciales. Et je pense que ça fait partie aussi des inquiétudes au sein de la population américaine blanche, y compris dans le milieu ouvrier, y compris peut-être dans le milieu progressiste, ce basculement d'une société qui ne sera plus, parce que la société américaine, elle est de construction structurelle blanche, elle n'est pas. Et que donc là, on se heurte avec une problématique qui serait de retoucher la Constitution américaine pour modifier la façon dont ce pays se présente. Donc là, voilà, c'est un peu cette réflexion-là, je voulais aussi faire valoir comment ça va se passer. Parce que les annonces étaient toujours pour plus tard. Aujourd'hui, les Américains peuvent s'apercevoir que leurs enfants ou leurs petits-enfants vont vivre dans une société dans laquelle ils sont minoritaires. Et ça change peut-être aussi le regard et ça aggrave les choses. On va répondre ensuite si vous voulez. Ça sera vos questions. Il y a des choses qui sont inexplicables dans le monde. L'élection de Trump, le fait que ce matin, j'ai entendu qu'il blâme l'Ukraine pour la guerre. Et le fait que quand je veux traverser la rue, les Français s'arrêtent leur voiture pour me laisser passer. Il y a des choses qui sont inexplicables. Je pense que la fin du monde s'approche. Des questions. Alors, merci de nous faire partager un petit peu votre vécu et comment vous vivez la situation actuelle aux États-Unis. Personnellement, je trouve qu'il y a quelques similitudes inquiétantes entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Je vais être plus clair. La dimension, effectivement, raciale est importante. Il ne faut pas la nier, surtout compte tenu de l'histoire de la construction des États-Unis. Mais il y a une deuxième dimension, c'est la désindustrialisation qui s'est produite dans les 20 dernières années et qui fait que le monde du travail, en particulier, a été pour partie marginalisé, comme en France d'ailleurs. On a vécu les mêmes problèmes. Et pour partie, je retrouve dans ce que vous avez dit, l'intérêt qu'ont pu porter une partie des gens qui sont des exclus de la société, qui sont rendus aussi invisibles que les Noirs à une époque ou que les femmes à une autre époque, et qui aujourd'hui manifestent, peut-être de la plus mauvaise des manières, leur volonté de rejouer dans le camp politique. Mais j'ai quand même une question à vous poser. On ne parle pas de l'abstention aux États-Unis, qui est aussi massive qu'en France, puisque aux dernières élections en France, 40-45% des gens seulement ont participé aux élections les plus importantes. Et aux États-Unis, on a vécu le même phénomène. Est-ce qu'il est toujours identique? Est-ce que l'abstention a progressé? Est-ce qu'elle a régressé? Enfin, voilà, c'est des questions qui nous interpellent, qui nous interrogent. Et c'est intéressant de connaître un petit peu votre regard ou votre analyse de ces phénomènes, justement pour ne pas sombrer dans, je dirais, le pessimisme, comme Eddy l'a fait d'une certaine manière dans sa dernière intervention. Moi, je ne sais pas du tout si les abstentions augmentent ou pas, mais depuis toujours, il y avait un certain taux de gens qui ne votent pas. Oui, bon, je vais me lancer. Je suis une femme blanche américaine qui vit en France depuis très longtemps.
J'aurais voulu quand même faire une très grosse parenthèse, il aurait fallu commencer avec les vraies statistiques. La différence entre Trump et Kamala Harris était 1,6%. Il est clair que les femmes ont voté pour Harris et les hommes, soit minorités ou blanches, sans éducation, ont voté pour Trump. Ça, c'est clair et net. Maintenant, je n'ai pas malheureusement les statistiques sur l'abstention. Je peux vous dire que les Américains à l'étranger, bon, je travaille pour les démocrates avant, il n'y a que 6% des Américains à l'étranger qui votent, alors que nous sommes 9 millions. Et nous avons le droit de voter dans des positions un peu différentes selon l'État. Mais donc, je ne sais pas du tout ce qu'il en est de l'abstention aux États-Unis. Mais quand même, il faut. Kamala Harris a failli gagner. Il n'y a que 1,9%. Ça n'a pas du tout été un raz-de-marée pour Trump. So the question is, if I ask anyone in here who would hire a convicted thief for your boulangerie, for anything, raise your hand. Anybody would hire a convicted thief? Oui, Qui ça engagerait, dépend. Ça dépend de qui. qui engagerait un voleur condamné pour vos affaires de tous les jours? Oui, ça dépend. So the point is you're making a political argument, and I'm saying, until Donald Trump, yes, but you have a convicted thief, never paid taxes, a convicted sexual abuser, convicted. So you're normalizing. If I was a thief and a rapist, and I was running an election against anyone in here, you would not hire me to clean your floors. Oui, l'argument était valable jusqu'à Donald Trump, parce que Donald Trump a été condamné comme voleur, il a été condamné comme agresseur sexuel, et Pierre dit que s'il se présentait pour des élections ici en tant que voleur et violeur condamné, personne ne l'engagerait pour nettoyer leur parquet. C'est le prochain challenge. Bon, je vais souligner ce que disait Virginie tout à l'heure, c'était que les hommes non éduqués ont voté massivement pour Trump. Et je pense que là est le problème, un des problèmes. Le fait que les gens ne sont pas tellement éduqués aux États-Unis, qu'avec une manque d'éducation, les gens sont plus facilement convaincus. Et ils ont vu finalement un homme riche, un homme célèbre, qui se présentait pour la présidence. Et ils voulaient être dans sa place, d'une façon ou autre. Je pense que ça tombe plus sur ça que le fait qu'il était un criminel convaincu, un criminel Condamné. So another question. If we were playing football and I played and I said, I will not lose no matter what, but I will play. But if I win, I win. Who would play with me? No one. That's my point. You see, I think we're talking politics, demographics, statistics, blah, 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 conservatives, Marxists, communists. In the real world, yes. But even on a football, if you cheated, you would not even play with them. You would say, no, I'm not going to play with you. You do not accept the rules of the game. Sauf que les gens qui... Autre exemple, si vous jouez au football et que vous commencez le jeu en disant je vais jouer, mais de toute façon je gagne, et même si je perds, j'ai gagné, personne ne voudrait jouer avec vous. Donc Trump est l'exception, ça n'est pas une question de politique, etc. Trump représente une cassure du système démocratique. Sauf que les gens qui ont voté une deuxième fois pour Trump ont été convaincus qu'il n'a pas triché. C'est ça qui est important de voir. But the laws said he cheated.
the same laws who will put you in jail, take your car, take the same laws. We all either obey the laws or we do not. You cannot, so what's the line? You cheat, you make, there's no COVID, the earth is flat. When do you stop? There has to be some boundaries. And it is very simple. The rules, I don't like the rules. I'm a Black man who left America. I do not like the rules, but I always obeyed the rules pretty much. So it is not an excuse for it to say you're uneducated. You're not a criminal, you're not a thief, you're not a rapist. You play the games, or you go to jail, or you are punished. It's that simple. He is the only person on the planet who has us playing his game. Oui, essentiellement, la loi, c'est la loi. Et Donald Trump est la seule personne sur la planète qui nous fait jouer selon ses règles et qui néglige les autres. Si on néglige les lois, plus rien ne tient. Pierre dit qu'il est noir et qu'il a été victime en partie des lois, mais quand même, il respecte la règle. Parce que on respecte la règle. Trump, non. Mais la loi n'est pas la loi. Si j'étais noir, si je vivais aux États-Unis, et si je suis arrêté par la police, tout simplement parce que je conduis une belle voiture, une BMW M3, magnifiquement verte, et je suis arrêté par la police tout simplement parce que je conduisais cette voiture, où est la loi? Tous les Noirs qui sont abattus par la police tout simplement parce qu'ils étaient conduisants en tant que Noirs. Arrêtés pour non aucune raison, sauf le fait qu'ils sont Noirs. Où est la loi? Donc c'est eux qui ont décidé que le système est cassé. Il arrive un mec comme Trump qui disait aussi que le système est cassé et je vais complètement rompre le système pour recommencer à nouveau. Il y avait pas mal de gens qui ont cru son discours pour dire que le système est cassé, on va refaire quelque chose à nouveau et on va make America great again. C'est facile à voir, et surtout si les gens ne sont pas éduqués, si les Américains sont bêtes. C'est facile à voir comment ils peuvent être convaincus et voter pour ce clown. Aussi, vous nous parlez du mépris. J'ai beaucoup lu sur le mépris qu'avaient les démocrates de plein de personnes. Ce même mépris qu'on retrouve dans nos élites françaises, sur le droite et le gauche. Est-ce que vous est possible d'accorder que les gens ont vu d'autres choses? Et pour tous les élites. La Révolution française. So people, right? We're all flawed. Not me, pas moi. Tous les gens sont imparfaits. But normally the hate, it's normally from people who don't like people, what they do. It's not what you take, it's what you do. If you're transsexual, if you're homosexual, if you're Black, if you're a woman, most of that, you see the energy in America happening now. They're getting rid of anything that tries to equalize the disparity for centuries of men, not men, white men and women, minorities, gays. So, yes, people don't like each other, but I shouldn't like you because of what you are. Is it comprendre? Okay. En général, on déteste les gens pour ce qu'ils prennent, pas pour ce qu'ils font ou ce qu'ils sont. Et actuellement, ce qui se passe aux États-Unis, ce sont les gays, les noirs, les femmes, etc. C'est pour ce qu'ils sont qu'il y a cette haine, ce qui n'est pas normal, parce que ça n'est pas quelque chose qui prend, ça n'est pas au détriment.
dire homme-femme, je peux dire. Moi, je pense que le problème fondamental dans les États-Unis, c'est que les gens ne savent, ne connaissent pas, ne se connaissent pas. Les gens qui habitent dans les villes ne connaissent pas la ruralité des États-Unis. Les gens qui habitent en campagne, ils vivent dans un autre monde que les gens qui vivent dans les villes. Ils ne se parlent pas. Ça, c'est important. Et pour ça, il faut lire le livre que j'ai écrit, Le Mississippi dans la peau, où j'ai fait une deuxième voyage du Mississippi en canoë, et je parlais avec des gens en cette tranche de pays qui s'appelle Trump Country, et j'étais magnifiquement bien reçu par tout le monde. C'est impressionnant à quel point les gens ne sont pas leur vote. Oui, je reviens sur ce que vous avez dit au tout début, sur le fait que les démocrates n'ont pas su raconter des histoires à leurs électeurs, contrairement aux républicains qui ont bien sûr raconté des histoires. Et je me demande, enfin moi quand j'entends ça, j'entends chez nous, c'est-à-dire que moi je vois la gauche qui ne sait pas raconter des histoires et qui perd le vote, qui brille, plein de choses. Et à côté, on a des gens qui racontent des histoires et qui convainquent des électeurs d'extrême droite. Donc enfin moi je vois un énorme parallèle, je vois la même chose qui se... J'allais vous proposer un questionnement pour essayer de clôturer un petit peu le table ronde. Micro, Ah, pardon. Pour essayer de clôturer cette table ronde, moi je m'interroge aussi, on essaye de voir un peu le coup d'après. Est-ce qu'on peut encore compter aux États-Unis, là c'est en politique, j'y reviens, sur des contre-pouvoirs capables de faire machine arrière à cette espèce comment dire, de mauvais rêve que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Des contre-pouvoirs possibles? Oh oui, yes. You want to... J'ai déjà commencé pour les démocrates. Et oui, on ne parle plus on ne parle plus maintenant de ceux qui sont dans la résistance. On en parle déjà en resistance. Maintenant, on dit opposition et on ne dit plus l'administration of Trump, le gouvernement de Trump, on dit le régime. Ça a déjà commencé dans la presse. Ceux qui espèrent, l'espoir est là. On a déjà changé le vocabulaire. On parle régime. Excuse-moi. That is like saying we won't say Hitler or the Third Reich, but we will say the extremists or the murderer. I don't know why we can't call it what it is. This is horrible. What him and the people who tried to burn down the Capitol with Congress in it, it's horrible. So I'm out of the, like you talk about woke, I don't really subscribe to that, but I think this is horrible. I think you have to call a crook a crook. He is a crook by the definition of a dictionary. We're in a library. The books are the books. He's a writer. You either write fiction or you write nonfiction. There's no middle. So I think like any disease, you have to admit you have it. And if you don't admit how dangerous Donald Trump is and everything he stands for, we're talking policy on one side and a liar, rapist, thief. Now, this is convicted. This is not my opinion. He is a convicted liar, a convicted thief, and a convicted rapist. So now we're talking policy and education and blah, blah, blah. When is the last time any of you would want anything to do with any of the three things I just said? Not to mention to give him the presidency of America, who is now involved in Russia. He wants to give Gaza away. This is what happens when we are complicit. And I believe we're complicit if we don't call him what he is.
what the dictionary says he is. I'm sorry, it was long, but please. C'est Ouais. très bien, on va- À la base, ce qu'il faut, c'est rappeler ce qu'il est, c'est-à-dire un voleur, un violeur condamné, et que tous les changements qui l'ont mis là ne servent à rien si on ne reconnaît pas, si on ne met pas les mots à leur juste place. Dernier mot, Jean-Pierre. On a essayé. La scène politique aux États-Unis depuis toujours probablement, et plein de gens corrompus, des criminels, des gens qui ont fait des choses louches. Ça n'excuse pas l'élection de Trump, mais ça montre à quel point les Américains ne votent pas seulement pour le moral des gens. Voilà. Bon, alors cette fois-ci, on va conclure parce qu'on a un film qui va nous intéresser aussi sur le plan de la société américaine et voir peut-être l'atmosphère dans certaines parties des États-Unis, effectivement, véhicule toutes ces carences en quelque sorte de la société américaine. Voilà, on est un peu pressé par le temps, je suis désolée. Mais j'espère quand même que vous aurez trouvé ce débat très sympa. On remercie donc l'échange.